Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons faire un focus sur le processus Procure-to-Pay. Alors on le sait, les entreprises généralement quand elles se dotent d'un outil achat, elles commencent par outiller ce processus P2P, Procure-to-Pay, qui consiste à finalement outiller le transactionnel de l'entreprise. Donc je vais vous partager rapidement une définition de ce processus. Alors il couvre toutes les étapes réalisées par une entreprise pour effectuer un achat de biens ou de services. Et donc on passe par l'identification du besoin, la sélection du fournisseur, la création d'une demande d'achat et d'une commande, la réception des biens, la réalisation du service et on va jusqu'à la facturation. Donc quand une entreprise met en place un SIachat pour couvrir le processus P2P, on retrouve deux cas de figure. Soit l'entreprise n'a pas du tout d'engagement de dépenses, donc finalement elle traite les factures fournisseurs qui arrivent a posteriori, sans commande. Donc effectivement quand une facture fournisseur arrive, on doit l'honorer, on doit la régler, mais c'est plus compliqué pour l'entreprise car elle ne sait pas si effectivement la facture est juste, si les bons prix ont été appliqués, si la marchandise a été livrée ou si la prestation a été réalisée. Donc vraiment, c'est pas du tout idéal, mais voilà, on a des entreprises qui sont dans ce cas de figure et qui du coup prennent un SIachat pour couvrir le processus P2P et qui le créent de zéro en mettant en place le SIachat. Et on a d'autres entreprises qui ont déjà un processus P2P qui est géré dans l'ERP directement. C'est-à-dire que les commandes sont passées dans l'ERP, les réceptions sont faites dans l'ERP, ainsi que l'enregistrement des factures. Et donc demain, quand une entreprise met en place un SIachat, c'est que finalement, elle estime que son ERP, si elle avait déjà un processus P2P couvert dans un autre outil, ne répondait plus intégralement à ses besoins. Donc elle a besoin d'un outil achat qui est un peu plus ergonomique, user-friendly, qui va mieux répondre aux besoins des demandeurs, des acheteurs, des valideurs et des équipes qui vont gérer les réceptions. Et donc finalement, c'est plutôt l'amont du processus qui sera géré dans le SIachat, jusqu'à l'enregistrement de la facture généralement, mais on peut avoir des cas un petit peu différents. Et derrière, on a souvent des interfaces qui permettent d'envoyer les factures du SIachat vers l'ERP de l'entreprise, et ensuite le paiement des factures fournisseurs se fait directement dans l'ERP. Mais on va redétailler finalement chaque étape du processus un peu après dans l'épisode. Alors on va maintenant détailler chaque étape du processus Procure-to-Pay. Donc tout démarre avec l'identification d'un besoin. On a un demandeur dans un service qui a un besoin et qui va l'exprimer à travers une demande d'achat qu'on appelle également Purchase Request, donc PR en anglais. On retrouve souvent cette abréviation ou DA pour demande d'achat. Donc cette demande d'achat, elle est soumise en interne via un outil achat adapté généralement, mais on a aussi des entreprises non outillées qui vont réaliser cette demande via un appel, un email, hors outil. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a des entreprises qui n'ont pas de processus d'engagement de la dépense et donc qui travaillent sans outils, sans ERP, sans SIachat. Donc on a des demandes d'achat qui peuvent être réalisées sur des articles génériques. Donc un article générique, sans rentrer trop dans le détail, c'est finalement, comme son nom l'indique, un article qui va être très générique, très bref. J'ai besoin de mobilier de bureau, j'ai besoin d'une chaise, voilà, on aura un article chaise, mais sans référencement fournisseur derrière. Et donc on a des demandeurs qui vont s'appuyer sur ces articles génériques pour exprimer un besoin qui ne sera pas couvert par moment par un catalogue fournisseur. On a aussi la possibilité d'exprimer un besoin hors article générique sur une demande d'achat complètement libre. Ça dépend de l'entreprise si elle l'autorise, mais le demandeur pourrait créer une sorte de formulaire en exprimant son besoin et en s'appuyant cette fois sur un niveau un peu plus élevé, sur une sous-famille achat directement. Donc on a certaines entreprises qui vont autoriser les demandeurs à acheter hors catalogue. Ça va donc donner des DA, des demandes d'achat et non des commandes. Et d'autres entreprises qui ne mettent à disposition de leurs salariés que des catalogues fournisseurs, sans la possibilité d'exprimer un besoin qui ne serait pas couvert sur un catalogue fournisseur. C'est vraiment l'exemple que j'expliquais juste avant. Donc quand on est dans ce deuxième cas de figure et que l'entreprise n'autorise pas les achats hors catalogue, ou en tout cas les demandes d'achat hors catalogue, c'est assez contraignant. Ça veut dire que le demandeur va devoir contacter le service achat hors outil et demander au service achat de mettre en place par exemple un nouveau catalogue ou de nouvelles références au sein d'un catalogue pour couvrir leurs besoins qui n'est pas couvert à date par les catalogues existants. Donc si on résume ce que je viens de dire, effectivement, on retrouve deux cas de figure possibles, des achats sur catalogue, donc des catalogues fournisseurs référencés par le service achat, et les demandeurs qui ont la main et qui peuvent acheter librement ou non sur ces catalogues. Donc généralement, ce process va donner des commandes et non des demandes d'achat. Et enfin, on peut retrouver des achats hors catalogue si l'entreprise l'autorise, avec des lignes libres, des formulaires un peu, ou des articles génériques qui vont être utilisés par les demandeurs pour exprimer un besoin. Donc généralement, ça va donner une demande d'achat, une DA, qui sera transmise ensuite au service achat selon les règles de l'entreprise.
Donc on vient de voir les étapes 1 et 2, l'identification du besoin et ensuite la création d'une demande d'achat par un demandeur. On va maintenant voir la partie validation interne de la demande d'achat. Donc tout dépend des règles de l'entreprise, mais finalement les workflows s'appuient sur différents critères, donc sur le montant par exemple de la demande d'achat, sur la famille achat concernée. On peut avoir des acheteurs différents par famille achat quand on est organisé de cette façon et qu'on a des acheteurs vraiment par famille, sous-famille. Ensuite, le workflow peut différer s'il s'agit d'une demande sur de l'investissement ou non. Et donc, ce que l'on retrouve généralement, c'est que les demandes d'achat sont approuvées dans un outil achat quand l'entreprise est outillée. Et on peut également approuver sur mobile quand on a une application mobile, ce qui est assez pratique. Ça permet d'être plus rapide et finalement de réduire les process de validation en interne. On va poursuivre le processus P2P avec la création de la commande d'achat, donc Purchase Order, PO en anglais. Lorsque l'entreprise effectivement dispose d'une direction achat, généralement les acheteurs vont recevoir les demandes d'achat émises en interne par les demandeurs. Donc ils ont la main, ils contrôlent tout ce qui est acheté hors catalogue et ils peuvent éviter les demandes d'achat en doublon, faites par 2 personnes différentes sans le savoir. Ils peuvent également mutualiser certains besoins, finalement prendre plusieurs demandes d'achat émises par différentes directions mais qui concernent un besoin similaire. Donc ils vont pouvoir mutualiser ces différentes demandes, négocier des prix plus attractifs avec les fournisseurs, ce qui sera finalement intéressant à la fin pour l'entreprise. Ils vont également pouvoir challenger les demandes des prescripteurs et parfois éviter certaines dépenses qui ne sont pas forcément utiles pour l'entreprise. Donc les outils achats vont permettre de mettre l'acheteur au centre de ce processus P2P et de lui laisser la main pour créer une ou plusieurs commandes à partir des demandes d'achat qui ont été transmises en interne. Donc, quand l'acheteur reçoit une demande d'achat d'un demandeur, par exemple pour des équipements de protection individuelle, on va dire qu'il doit acheter des casques, des chaussures de sécurité et des visières dans le cadre d'un chantier. L'acheteur va sourcer un ou plusieurs fournisseurs selon le montant de la dépense. Donc, tout dépend des règles de l'entreprise, de la politique achat de l'entreprise. Une fois que le fournisseur sélectionné parmi ces différentes demandes de devis, et une fois que les prix ont été validés, une commande officielle sera créée à partir de la demande d'achat ou des différentes demandes d'achat qui ont été mises en interne. Et donc, cette commande d'achat sera envoyée au fournisseur retenu. Et tout ce processus de sourcing fournisseur, de demande de devis, consultation, peut également être géré dans un SI achat, dans un outil. Finalement, ce qu'on préconise, c'est d'avoir le même outil qui gère le processus P2P, mais aussi le processus amont, S2C. Ça permet d'avoir la traçabilité de toute la chaîne de bout en bout. Mais on fera un focus dans un autre épisode sur ce processus S2C qui est également très important et piloté par le service achat directement. Donc si on suit le cycle, notre commande a juste avant été envoyée au fournisseur. On va maintenant parler de la réception des biens ou des services. Donc il y a plusieurs process. Soit effectivement la réception physique, elle est réalisée par l'accueil de l'entreprise qui va transmettre l'information au demandeur, qui va enregistrer lui-même la réception de la commande dans l'outil achat, quand on a un outil achat effectivement pour réaliser cette étape de réception. Et ensuite, on peut avoir un autre process où la réception physique des biens, elle est réalisée par un service logistique qui va enregistrer la réception de la commande dans l'outil directement et qui aura accès à tous ces éléments. Donc quand on parle de réception des biens ou de services, soit on parle de réception physique des biens ou de vérification du service rendu. Et on parle également de l'étape d'enregistrement de cette réception dans le système. Il y a aussi un autre cas de figure, donc on a parfois des commandes qui ne vont pas nécessiter de réception parce qu'on sera en réception automatique. On parle par exemple de commandes ouvertes annuelles pour par exemple des fluides, énergie, de l'abonnement. Donc là, il n'est pas nécessaire dans l'outil d'aller enregistrer une réception. Ça peut être fait automatiquement selon des paramétrages qui ont été définis en amont. Et donc là aussi, la bonne pratique, c'est finalement de disposer d'une application mobile qui va permettre de réceptionner, de prendre des photos en direct des marchandises qui ont été livrées, des biens, et on peut également joindre ces photos directement à la réception dans l'outil. Donc on a toujours la possibilité d'enregistrer la réception directement dans le SI achat via son ordinateur portable, mais quand on a l'application mobile, c'est aussi pratique d'avoir, tout comme la validation, on l'a vu juste avant, d'avoir cette possibilité de le faire en temps réel avec le téléphone. Voilà, donc c'est plusieurs options qui existent selon l'entreprise, de quelle façon elle est outillée, elle est accompagnée dans ce processus. On arrive sur la fin du processus Procure-to-Pay, donc on va maintenant s'intéresser à la réception, au traitement de la facture fournisseur et à son paiement.
Donc le fournisseur va envoyer sa facture, elle sera enregistrée dans l'outil achat ou directement dans l'ERP de l'entreprise. Tout dépend des cas de figure et du process mis en place par l'entreprise. Et donc la facture sera rapprochée avec la commande et avec la réception s'il y a bien une commande pour couvrir cette dépense. Donc on va prendre, je dirais, ce que l'on retrouve dans la majorité des cas. Le plus souvent, l'entreprise elle est outillée d'un SIHA qui couvre le processus procure-to-pay jusqu'à la réception et à l'enregistrement de la facture dans le SIHA. C'est ce qu'on disait juste avant. Donc généralement, on retrouve toutes les étapes vues en amont, la demande d'achat, la commande avec les validations qui vont bien, la réception de la commande, des biens ou du service, et l'enregistrement de la facture dans le SIHA. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans 80% des cas. Et ensuite, on a des interfaces qui vont envoyer les informations à l'ERP de l'entreprise pour réaliser le paiement de la facture. Donc dans l'exemple qu'on va prendre maintenant, on sera dans ce cas de figure. Les outils achats, il faut savoir que généralement sont dotés finalement d'outils de vidéocodage des factures, ce qui permet de gagner du temps, là où avant, quand on n'avait pas ce genre d'outils d'OCR ou de LAD, on était obligé d'enregistrer manuellement toutes les informations sur les factures. Donc c'était assez chronophage et on pouvait également faire des erreurs. Donc avec ces outils de vidéocodage des factures, on va finalement envoyer la facture PDF à l'outil. Donc on aura une lecture automatique du document qui sera faite par l'outil avec une reconnaissance des informations et des différents champs, des différentes données. Donc la facture, elle va être créée et enregistrée dans le SIHA à partir de la reconnaissance qui a été faite par l'outil. On peut avoir également un rapprochement automatique de la facture avec la commande si le numéro de commande est bien mentionné par le fournisseur sur la facture. Et ensuite, on va donner le bon à payer, je vais y revenir juste après. On va donner le bon à payer sur la facture selon les règles de l'entreprise. Parfois, on a un bon à payer qui est donné automatiquement quand la commande est égale à la facture, on n'a pas d'écart, on a un rapprochement automatique qui est fait, on peut donner le bon à payer. Et parfois, on a des validations d'une ou plusieurs personnes qui vont être demandées au sein de l'entreprise avant de donner le bon à payer sur la facture. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans 80% des cas, toutes ces étapes de vidéocodage de la facture, d'enregistrement, de rapprochement, tout est fait dans le SIHA. Et ensuite, la facture, elle est envoyée à l'ERP de l'entreprise pour paiement. Donc on a cette interface qui va permettre de transférer l'information une fois que la facture elle est bonne à payer. On vient de parler finalement du cas le plus simple, où effectivement on a un rapprochement automatique de la commande avec la facture car il n'y a pas d'écart, et surtout car le fournisseur a joué le jeu et a bien mentionné le numéro de commande sur sa facture, ce qui a permis avec l'outil de vidéocodage de faire ce rapprochement automatique. On a des entreprises qui exigent des fournisseurs de mettre ce numéro de commande sur la facture et tout le monde devrait le faire, mais certaines sont vraiment d'autant plus exigeantes, c'est-à-dire qu'elles appliquent la règle qu'on connaît tous, no PO, no pay, on ne traite pas, on ne paye pas, on ne traite pas les factures fournisseurs si elles ne reprennent pas cette mention qui est vraiment exigée et qui a été partagée bien en amont. Le fournisseur ne découvre pas l'information a posteriori. C'est une communication, une conduite du changement qui est faite avec les fournisseurs de façon assez régulière et c'est une mention aussi qui est reprécisée. On dit bien au fournisseur sur le bon de commande de mentionner le numéro de commande sur ses factures s'il veut qu'elle soit traitée dans un délai rapide et voilà, que tout le process se déroule du mieux possible. Donc on vient de voir le cas le plus simple. Mais parfois, on n'a pas de numéro de commande mentionné sur la facture. On a des fournisseurs qui ne jouent pas le jeu ou qui n'ont pas eu l'information. Voilà, on a plusieurs cas de figure un peu comme ça. Et donc, effectivement, si on n'a pas ce numéro de commande mentionné sur la facture, eh bien, le rapprochement commande-facture ne sera pas fait automatiquement par l'outil, puisqu'on ne peut pas faire cette reconnaissance. En revanche, il pourra être fait manuellement par le service comptable. Donc l'outil va faire la première étape de création d'enregistrement de la facture à partir des informations lues par l'outil de vidéocodage. Et ensuite, on a un comptable qui va venir rapprocher manuellement la facture avec le bon numéro de commande. Donc voilà, c'est toujours possible, mais la recommandation, c'est quand même de demander à vos fournisseurs de respecter cette règle, no PO, no pay, et de bien jouer le jeu et mentionner le numéro de commande sur la facture. L'autre option, donc parfois on n'a pas de numéro de commande mentionné sur la facture, eh bien parce qu'il n'y a pas eu de commande en amont. Finalement, on a une facture sans commande. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il n'y a pas eu d'engagement de la dépense réalisée en amont. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit l'entreprise, elle va accepter de traiter la facture sans commande,
Voilà, tout dépend des règles de votre entreprise, de ce que vous souhaitez mettre en place comme politique en interne. Mais parfois, on va être un peu souple, surtout au début. Ce que l'on voit, c'est que les entreprises, quand elles s'outillent, quand elles mettent en place un processus procure-to-pay, elles laissent un certain délai pour les demandeurs, je dirais, pour rentrer un petit peu dans l'ordre et pour finalement créer des demandes d'achat et des commandes pour couvrir toutes les dépenses. Mais parfois, elles sont un peu souples et elles acceptent tout de même de traiter les factures sans commande. Donc, dans ce cas-là, on a effectivement un workflow de validation qui peut être différent. En général, le comptable ne va pas donner le bon à payer en direct sur la facture. On va se renseigner en interne et vérifier. Finalement, vu qu'on n'a pas de commande, il faut qu'on aille vérifier à quoi correspond cette facture. Est-ce que la commande a bien été honorée? Est-ce que le fournisseur a bien livré la marchandise ou réalisé la prestation? Donc, on peut tout de même autoriser le traitement de la facture sans commande, mais avec un workflow de validation en interne qui sera un petit peu différent. L'autre possibilité, finalement, c'est de demander au demandeur, qui est à l'origine de la dépense, de régulariser et de créer une commande de régularisation pour finalement, on peut être un peu moins souple, je dirais, et demander finalement cette régularisation, ce qui permettra finalement de faire le rapprochement de la facture avec la commande de régularisation et donc de finalement régulariser. Je l'ai dit, je me répète un petit peu, mais ce qui permet d'avoir un process de bout en bout. C'est juste que cette fameuse commande de régularisation, on ne va pas demander de réception puisqu'elle arrive a posteriori. On a eu la facture, on l'enregistre, on sait qu'on a vérifié en interne, les biens ont été livrés, le service a été réalisé. On demande juste au demandeur de faire ce rattrapage a posteriori. Donc une fois que les vérifications ont été faites sur les factures, que l'on soit en rapprochement automatique avec facture rapprochée automatiquement avec la commande comme on a vu avant, ou qu'on soit sur une facture finalement sans commande comme on a pu le voir là juste après. Donc une fois que toutes ces vérifications, tous les contrôles ont été faits en amont et que les personnes ont effectivement approuvé la facture, si on a un workflow de validation, le bon à payer est donné sur la facture. Le paiement sera ensuite effectué selon les conditions contractuelles définies, négociées avec le fournisseur, directement dans l'ERP de l'entreprise. On l'a dit tout à l'heure, dans le SI achat, on fait l'enregistrement, on donne le bon à payer, on envoie les informations via interface à l'ERP et le paiement est fait directement dans l'ERP de l'entreprise. On a aussi la possibilité, on le retrouve et c'est assez intéressant pour les demandeurs, pour les acheteurs, pour la comptabilité, d'avoir une interface retour. C'est-à-dire que l'ERP de l'entreprise va faire le règlement, l'ERP peut renvoyer en retour au SI achat l'information sur le règlement des différentes factures, ce qui fait qu'un acheteur, un demandeur, un comptable, selon les droits qu'on donne dans l'outil, peut avoir la visu complète du processus jusqu'à la fin. Il a même l'info, la facture, elle a été traitée, très bien, mais il sait également qu'elle a été réglée. Sans aller dans l'ERP directement, il a l'info dans le SI achat quand on a ce type d'interface retour. On vient de voir le processus procure-to-pay de façon détaillée avec les différentes étapes. Je vais maintenant rapidement évoquer les acteurs qui sont embarqués dans ce processus. Donc on l'a vu au début du process, pour tout ce qui est identification du besoin, création de la demande d'achat, expression du besoin. Donc on retrouve les demandeurs qui vont réaliser ces étapes. Ensuite, on retrouve le service achat, les acheteurs, qui vont être amenés, alors tout dépend, mais c'est vraiment ce qu'on retrouve dans 80% des cas, comme je le disais. Si on a un service achat au sein de l'entreprise, on retrouve le service achat positionné juste après la partie demande d'achat en création de commande. Donc le service achat va recevoir différentes demandes, comme je l'ai dit, et les acheteurs vont être amenés à les traiter, à les mutualiser, à les regrouper et à finalement créer les commandes vis-à-vis des fournisseurs. Ensuite, on retrouve les valideurs. Donc tout dépend des règles de l'entreprise. En termes de workflow de validation, on peut mettre des validations sur les demandes d'achat en interne et sur les commandes qui ont été traitées a posteriori, ou on peut être sur de la commande directe sur catalogue, comme on le disait. Donc en termes de valideurs, on a plusieurs populations. On peut retrouver les supérieurs hiérarchiques. Donc par exemple, un demandeur exprime un besoin, son supérieur hiérarchique valide jusqu'à un certain montant. On peut retrouver également le contrôle de gestion, qui va vérifier toute la partie budgétaire avec une certaine cohérence. Donc on peut retrouver le contrôle de gestion directement dans le workflow de validation. On peut retrouver le service achat, non pas en traitement des demandes d'achat, mais finalement juste en validation d'une demande d'achat ou d'une commande.
Les autres acteurs qui vont être embarqués dans le processus, plutôt en bout de chaîne, donc on le disait tout à l'heure, l'étape de réception, tout dépend finalement des règles et de l'organisation en interne. Soit ce sont les demandeurs qui vont faire cette étape de réception, ou on peut avoir un service logistique qui sera dédié et qui va faire l'étape de réception. Donc là, ce sont d'autres acteurs qui vont être embarqués dans le processus. Et enfin, on retrouve la comptabilité, le service comptable qui arrive à la fin. Et donc ce service comptabilité va traiter les factures, faire le rapprochement ou les contrôles qui vont bien, donner le bon à payer sur les différentes factures qui vont être amenées à être enregistrées dans le SIHA. Donc pour conclure sur cet épisode, je vais vous partager maintenant les objectifs de la mise en place d'un processus Procure-to-Pay. Donc le processus P2P va permettre d'assurer la satisfaction et le traitement des besoins en interne. Donc on va répondre efficacement aux demandes d'achat qui ont été émises par les différentes équipes, par les différents services. On va également optimiser les coûts. Donc on va négocier les meilleurs tarifs et les meilleures conditions avec les fournisseurs. Donc le service achat aura la main pour faire cela. On va également réduire les coûts liés aux achats non contractuels ou non référencés et réduire les coûts administratifs et limiter les erreurs. On va aussi donc renforcer le contrôle et la conformité. Donc finalement, le fait de mettre en place un processus Procure-to-Pay va permettre de faire respecter en interne les politiques achats. Donc on va par exemple imposer ou en tout cas inciter les demandeurs et toute l'entreprise à travailler avec des fournisseurs référencés. Ou bien on va demander finalement même au service achat de consulter X fournisseurs, donc par exemple 3 fournisseurs minimum, en cas de besoin supérieur à 50 000 €. Donc voilà, c'est des règles qui sont définies en interne et le fait d'avoir un processus P2P et un outil achat qui va bien va permettre de s'assurer du respect et de la conformité de la politique achat qui a été définie. On va également assurer toute la conformité légale et réglementaire, donc sur la fiscalité, la gestion des contrats et les audits. Donc le fait d'avoir un processus P2P va permettre aussi d'améliorer la traçabilité et la transparence au sein de l'entreprise. Donc on va pouvoir suivre les demandes d'achat, les commandes, la réception, les livraisons, la gestion des factures et les paiements de façon claire et centralisée, ce qui va garantir finalement la piste d'audit fiable. Donc l'autre objectif du processus Procure-to-Pay, finalement, on va pouvoir automatiser et fluidifier tout le processus achat en réduisant les tâches manuelles et chronophages, donc tout ce qui est gestion et traitement des commandes, enregistrement des factures, ça pourrait être automatisé comme on l'a vu tout à l'heure, ou encore rapprochement facture-commande. On va également accélérer les délais de traitement grâce aux outils, e-procurement ou même ERP. Finalement, les délais de traitement, quand on est sur des outils digitaux, sont fortement réduits. On va également améliorer la visibilité sur les dépenses au sein de l'entreprise et garantir enfin des relations fournisseurs plus fluides, puisque les délais étant réduits, on va davantage respecter les délais de paiement définis avec les fournisseurs. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et bien sûr, long live the procurement!